Bienvenue dans un nouvel épisode de Mumpreneur, le podcast qui donne la parole aux mamans entrepreneurs, engagées, créatives et résolument humaines. On se retrouve tous les mardis pour une interview d'une maman entrepreneur et également tous les derniers mardis de chaque mois pour un épisode solo. Découvrez également la newsletter tous les mercredis. Et aujourd'hui, je reçois une invitée au parcours inspirant et profondément ancré dans l'humain. Après 15 ans à évoluer dans la grande distribution, à manager des équipes et à accompagner les collaborateurs, elle décide de tout réinventer. Maman de 4 enfants, nouvellement maman solo, elle ouvre un lieu rare dans les Hauts-de-France, l'atelier Un pas vers moi, un centre de bien-être holistique où se rencontrent yoga, réflexologie, sophrologie, naturopathie et massage ayurvédique. Ce lieu, c'est une extension d'elle-même, un espace de reconnexion, de soins, de partage et surtout de transmission. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son histoire entre maternité, entrepreneuriat et résilience. Partons à la rencontre de Lorraine Lepez. C'est ça, je dis bien? C'est ça. Merci Margaret de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette Avec grand interview. plaisir. Alors peut-être que tu peux, même si on a déjà un peu resitué ton parcours, te présenter Bien sûr. et puis peut-être présenter aussi tes 4 enfants. Et donc je suis Lorraine, j'ai aujourd'hui 38 ans. En effet, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé ma carrière, j'ai envie de dire professionnelle, dans le monde de la grande distribution, chez Leroy Merlin, dans un premier temps pendant 10 ans en magasin, à manager, à accompagner et à faire progresser des équipes. Puis pendant 5 ans au siège en tant que responsable de la relation client. Je suis également l'heureuse maman de 4 enfants. J'ai 4 enfants super. Arthur qui a 16 ans, Louis qui a 11 ans, Marie qui va bientôt avoir 9 ans et Paul qui a 4 ans et demi. Et quel a été le déclic, si on revient sur le début de ton parcours, comment on passe en fait de ce monde de la grande distribution à un monde 100% holistique? Alors le déclic, ça a été une expérience de vie. C'est-à-dire que la maman de mon ex-mari nous a malheureusement quittés. Mon fils a dû être accompagné par une sophrologue parce que voilà, il a pas très bien géré ce deuil. Et quand je l'ai vue, je me suis dit ah c'est génial, ce qu'elle fait, c'est super parce qu'on est un peu en mi-chemin entre quelque chose de psy et en même temps une boîte à outils. Il est ressorti de là totalement convaincu et en quelques séances, j'ai vraiment vu les progrès. Et c'est cette petite graine qui est venue germer, j'ai envie de dire. Je me suis dit mais c'est génial. Il y a là un métier d'outil, un métier d'accompagnement, un métier d'humain et puis aussi un métier qui va permettre de cibler plein de personnes, aussi bien les enfants, les tout petits, que les plus grands, que les adultes, et dans n'importe quel univers, aussi bien personnel que professionnel. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, la petite graine a germé sur, dans un premier temps, ce métier de la sophrologie. Et ensuite, toi, tu l'as testé? Alors, j'ai été amenée à le tester. Personnel. Donc moi, je suis allée voir une sophrologue pendant plusieurs séances. Et le déclic, ça a été de me dire, dans un premier temps, je vais me former pendant 2 ans. Donc je suis repartie sur les bancs de l'école pendant 2 ans. Mais à titre totalement personnel pour pouvoir l'amener dans mon monde professionnel de la grande distribution. Donc, tu restais dans la grande distribution. Dans la grande distribution, c'est ça. À ce moment-là, en tout cas, l'idée d'ouvrir quelque chose n'avait pas encore germé. Donc, c'était plutôt pour être une meilleure manager, si j'entends bien. Tout à fait, une meilleure manager. À l'époque, je manageais plus vraiment sur le siège, mais en tout cas, j'avais des collègues. Et puis, je me suis dit, ben voilà, ça peut être vraiment bénéfique dans n'importe quelle situation. Et puis, c'était aussi un peu à titre, de façon un peu égoïste, à titre personnel, en fait, pour aussi, moi, avoir un bagage supplémentaire. Et t'étais déjà maman à ce moment-là? Alors, j'étais déjà maman de 3 enfants. Ok. J'avais Arthur, Louis et Marie à ce moment-là. Et donc, ça a été eux, mes premiers tests en temps équipé, mes premiers cobayes quand j'ai commencé à me former. Et le déclic, on va se dire, peut-être que je vais gagner ma vie avec ça, il est arrivé quand? Alors, le déclic, ça a été le Covid. Donc, ma formation a commencé juste avant. Juste avant le Covid, on décide d'acheter un immeuble dans lequel aujourd'hui se trouve l'atelier.
Et c'était un cabinet dentaire qu'on OK. devait transformer en logement, j'ai envie de dire. Et puis au fur et à mesure que la formation a avancé, je me suis dit: «Ah tiens, c'est dommage d'aller transformer ce cabinet. Moi, j'ai très envie, mais bon, avec toujours un petit peu L'appréhension. d'appréhension en tant que maman, travaillant dans une Ouais. entreprise, connue et puis, reconnue». Et puis je me suis dit un jour: «C'est soit tu sautes le pas maintenant, soit tu le feras pas». Et je pense aussi que ces 2 années de sophro, m'ont permis de mieux me connaître et de mieux appréhender mes craintes et mes angoisses. Et vu que je suis, 100 dédiée à ce que je fais, la question s'est aussi posée de se dire: «Ben, je fais un peu un mi-temps, chez Leroy Merlin et puis un mi-temps, dans un cabinet». Et je savais que je serais à 300 dans les 2 et que je serais jamais satisfaite Ouais. réellement, pleinement, de pouvoir, me lancer dans cette nouvelle activité, de pouvoir partir de cette page blanche et de tout écrire. Donc il a fallu sauter le pas et j'ai sauté le pas, Paul est arrivé. OK. À ce moment-là, au même moment? Paul est arrivé en février 2021 et quand il est arrivé, je sais pas pourquoi, je pense que ça a été la révélation de me dire: «Non, là j'y vais. Maintenant c'est bon». J'ai construit ma famille, Mmh. j'ai mes 4 enfants, j'avais toujours voulu avoir 4 enfants et je me suis dit: «Ben ça y est, maintenant tu peux y aller, maintenant tu vas pouvoir penser à toi au niveau pro et tu vas te lancer». Donc ça a été, le déclic, la maternité. La maternité de Paul, ouais, tout à fait. Et comment, on part dans l'entrepreneuriat, donc dans l'insécurité aussi financière avec, 4 enfants? Tes enfants, ils t'ont soutenu dans ton Mes enfants projet? m'ont soutenue, mes enfants me soutiennent encore, Ouais. bien que notre vie, «familiale» entre guillemets ait changé, depuis 1 an et demi. Mais oui, ils m'ont toujours soutenue. C'est pas quelque chose qui a été facile obligatoirement parce qu'on est dans de l'insécurité, au-delà de l'insécurité financière, c'est aussi: «Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Est-ce que j'ai ma légitimité?» OK, donc Aussi. syndrome de l'imposteur, Bien sûr. on va y revenir après, ouais. Ouais, bien Mmh. sûr. Est-ce que j'ai toute ma légitimité pour venir ouvrir, ce que j'ai envie d'ouvrir? Mais je suis quelqu'un qui aime le défi, qui aime le challenge, qui aime, repousser ses limites et quand je me donne à fond et toujours à 100 000. Mmh mh. Donc pour moi, c'était une évidence et il y avait aussi ce côté un peu excitation Mmh. de la page blanche. Ouais. J'avais tout à écrire et puis, je pouvais tout écrire. Donc c'était génial, ça partait dans tous les sens à ce moment-là. Aussi bien, voilà, quand dans l'écriture que la nuit, enfin, on est vraiment dans cet engouement de projet. Donc c'est ça qui t'a nourri, c'est cette petite flamme C'est ça. et qui t'a fait, t'orienter aussi vers, d'autres disciplines Oui. parce que tu t'es formée au yoga dance Oui, au début. c'est Ouais, tu peux en dire un peu ouais, plus? ouais, tout à fait. Alors à la base, c'est vrai que le point de départ, ça a été la sophro. Je pense que ça a été, ce qui m'a permis de me redécouvrir ou en Mmh mh. tout cas de venir, travailler sur moi un peu plus en profondeur. Mais je me suis toujours dit que c'était juste un point de départ. OK. Derrière, je viens faire une formation de naturopathie parce que pour moi, c'était intimement lié. On Mmh mh. on a, le côté, très, esprit avec la sophro et très corps aussi, on est beaucoup dans le corps Ouais. et la naturopathie, on va venir travailler sur d'autres pans, sur l'alimentation, sur les fleurs, enfin voilà, sur plein de choses. Sur l'hygiène de vie au quotidien. Tout à Mmh mh. fait et pour moi, les 2 étaient de pair, en tout cas et puis, le yoga, c'était une passion. Alors ça l'est toujours, hein, c'est Mmh mh. vraiment, je pense que je pourrais jamais m'en passer. Et j'avais toujours dit: «Un jour, je serai prof de yoga» et j'ai commencé par le yoga danse, en fait. Je me suis formée en yoga danse. Je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. C'est pas très connu, hein, C'est yoga pas très dance. connu, Ouais. tout à fait. Ça consiste en quoi, du coup? Alors, on vient créer comme une chorégraphie de danse, mais avec que des postures de yoga, Mmh mh. qu'on vient répéter. C'est-à-dire qu'on vient, enchaîner, vraiment comme une chorégraphie. Ce qui permet alors je l'ai beaucoup testé avec les enfants et puis avec les adultes dans un premier temps, ce qui permet aussi aux enfants et aux adultes de, assimiler beaucoup plus facilement les postures C'est vrai. et de pouvoir se créer une routine chez soi. Parce que quand on commence le yoga, quand on est sur son tapis, on C'est vrai. adore. Mais quand on est à la maison, on a fait un chien tête en bas, un chat et un guerrier et après on sait pas comment faire, Mmh. on sait pas comment, passer les transitions. Et donc ça venait permettre de créer, voilà, ces espèces de petites routines et de petites chorégraphies, j'ai envie de dire. Donc plus pédagogique. Voilà, beaucoup plus pédagogique qu'un yoga un peu plus traditionnel, j'ai envie de dire. Donc c'est le yoga dans un premier enfin voilà, qui est venu un peu, clore, cette idée de: «Maintenant je me lance».
Ok, donc tu t'es formée à tout ça d'abord Tout ça d'abord, et et après, je après, suis venue ouvrir. Oui, tout à fait. et après tout ça, ça c'est un peu aussi a évolué Oui. puisque le yoga, tu l'as fait évoluer vers du yoga vinyasa, Du hatha du yoga. hatha yoga. Je me suis reformée à d'autres disciplines en yoga, en hatha, en vinyasa. Je suis allée me former avec Ouais, des j'avais vu. professeurs que j'adore. Mhm. Je suis allée faire beaucoup de formations, de stages aussi Oui. avec d'autres profs parce que pour moi, il y a une base du yoga, mais chacune, on a notre domaine, notre envie d'enseigner, notre façon d'enseigner. Et c'est très important d'aller, je le dis souvent à mes élèves qui ouvrent la porte de l'atelier, aller faire du yoga aussi ailleurs, aller découvrir l'univers d'autres profs parce que c'est tout aussi intéressant. Et comment ça s'organisait tes journées au tout début? Donc, comment ça a évolué ensuite par la suite entre du coup le yoga, les consultations, tes enfants, et puis aujourd'hui. J'ai envie de dire, au début, j'avais l'impression que c'était la course, mais c'était light par rapport à Mon aujourd'hui. Dieu, ouais. C'est-à-dire que j'avais planifié 2 séances de yoga le soir, 2 le matin, enfin, on va dire en Mhm. journée. Donc je jonglais entre les enfants à l'école le matin et aller les récupérer le soir. Mhm. Les consultations entre deux quand voilà, j'avais des gens qui venaient en consultation. Ça s'est vite mis en place, en fait, j'ai envie de dire. Je faisais parfois des séances de yoga avec 1 ou 2 personnes au tout début, hein, on va pas se mentir, Mhm. et c'est ça aussi qui a fait que le bouche à oreille a fait son effet et que petit à petit, les gens sont venus un peu et Mhm. l'ouverture et l'agrandissement a pu se faire. Et tu as commencé à en vivre à partir de quand? Ça a été très vite. Mhm. Je pense que c'est le fait d'être, dans plein de disciplines différentes, en tout cas, qui a fait que ça a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai ouvert en octobre 2021, Mhm. 1er octobre 2021. 7-8 mois après, j'en vivais et 15 mois après, j'agrandissais le studio. Pourquoi? Parce que j'avais un studio Ok. Clé-Soc de, à peu près, 35 m², 6 à 7 tapis grand max et j'ai eu vraiment des habitués très rapidement. Donc les élèves venaient toutes les semaines Mhm. et quand j'avais des nouvelles élèves, je pouvais pas les intégrer. Non pas que je voulais pas, mais j'avais pas de disponibilité, j'avais pas de place ou alors Mhm. c'était, oui, s'il y en a une qui vient pas, mais ce sera un cours ponctuel et je peux pas vous Mhm. garantir de venir toutes les semaines. On fait le choix et en tout cas, je prends le pari d'agrandir. Donc j'ai agrandi en été, 2023 si je dis pas de Mhm. bêtises. Donc là, je récupère maintenant un studio avec, un studio de yoga avec une salle à côté pour consultation à peu près de 95 m², où je peux accueillir beaucoup plus de monde et où là, voilà, l'activité, décolle. Et comment on investit? Du coup, les locaux t'appartiennent. Oui. Comment on investit? Les banques, elles t'ont suivi directement? Alors sur, la première partie, vu que c'était pas du tout, sur le premier studio, j'ai envie de dire, vu que ça devait être un Mhm. appartement, et le problème s'est pas trop, posé. Il a fallu faire un business plan, il a Mhm. fallu faire de la projection, il a fallu voir un comptable et puis aller défendre mon projet auprès des banques, leur montrer que voilà, de mois en mois, j'avais du monde, que les consultations prenaient, que le yoga prenait. Ça a été, un gros mois quand même, de 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 rendez-vous, de prise de décision, de prise de parole et puis les banques ont suivi, oui. Les banques ont accepté de financer, cet agrandissement et les travaux de l'agrandissement. Ok. Et par la suite, là, tu as fait évoluer aussi avec encore de nouvelles Oui, pratiques, oui. avec le Headspace. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors le Headspace, c'est une pratique, qui se fait, beaucoup au Japon, qui vient, alors toutes mes pratiques sont liées, c'est-à-dire Mhm. que je ne veux pas partir dans quelque chose qui n'a pas de lien et de sens avec la base et l'origine, de ce sur quoi j'ai commencé à travailler. Le Headspace, on est vraiment sur un moment de détente et de bien-être, mais aussi on vient travailler avec les méridiens au niveau de la tête, au niveau Mhm. du crâne. C'est une pratique où on vient, masser et détendre les épaules, Mhm. le cuir chevelu, et on vient, faire tout ça sous un filet d'eau, qui permet de venir encore plus détendre le corps. Et tu as découvert ça comment? Alors, à titre personnel, toujours. Tu testes d'abord sur toi pour D'abord après sur moi. proposer, ouais. Attention, ça c'est pas mal, on va Mhm. peut-être proposer.
à titre très personnel. Et moi, je suis ressortie de là convaincue et encore mieux qu'un massage. C'est-à-dire que j'étais totalement déconnectée. On sait très bien que les extrémités, je suis réflexologue plantaire aussi, les pieds, les mains aussi, hein, il y a beaucoup de vertus à venir travailler dessus. Et là, la tête, je ne me rendais pas compte à quel point on pouvait avoir des tensions au niveau de la tête. Et je pense que j'ai réussi à déconnecter pendant ce soin, ou pendant un massage, je déconnecte, mais pas tout le temps. Pas totalement, ouais. Pas à 100% toute l'heure. Là, à partir du moment où elle a posé ses mains sur ma tête, c'était fini, j'étais partie. Et j'ai eu énormément de mal à revenir. Et j'ai vraiment été, entre guillemets, un peu vaseuse pendant quelques minutes, à pas être hyper en forme. On était un peu hypnotique. Ouais, c'est génial. Trop bien. Et comment t'organises aujourd'hui une journée? Ça ressemble à quoi, une journée dans la visite de... Il y a plusieurs journées, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines chez moi. C'est-à-dire qu'il y a la semaine où je n'ai pas mes enfants, Ouais. où là, c'est une semaine complète, du lundi au dimanche. Il y a des cours de yoga qui sont mis, donc qui me permettent de venir timer, j'ai envie de dire, un peu ma journée. J'interviens aussi en entreprise, donc j'interviens dans une étape, dans un institut avec des jeunes en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que je les vois aussi évoluer. Et après, au fur et à mesure de la semaine, j'ouvre des créneaux pour mes consultations et pour les soins. Et ça, c'est du lundi au dimanche, quand je n'ai pas les enfants. Le week-end, il peut y avoir aussi des journées yoga ou des matinées yoga et pilates. Quand j'ai mes enfants, c'est une autre semaine. C'est-à-dire que c'est une semaine beaucoup plus light, et ça, j'y tiens énormément. Je les dépose tous les matins à l'école à 9h et je les récupère tous les soirs à 16h30. Mais t'enchaînes derrière quand même avec les cours de yoga. Donc, en fait, je les récupère à 16h30. On rentre, le goûter, les devoirs, ils se douchent. Et ensuite, moi, je repars sur mon tapis de yoga à partir de 19h jusque 20h ou 21h15 en fonction des soirées. Mais ce moment-là, pour moi, d'aller les déposer à l'école et d'aller les rechercher, c'est très important. Je travaille pas non plus le mercredi quand je les ai, ni le week-end. C'est-à-dire que quand je les ai, je travaille 4 jours sur la semaine et je me consacre à eux, à leurs activités. Et eux, comment ils le vivent? Ils vivent bien parce que ils savent très bien, et ils ont aussi vécu, en tout cas mes 2 plus grands ont vécu la maman qui travaillait comme tout le monde, qui les déposait à 7h15 le matin à la garderie et qui les récupérait à 19h, 18h30 au mieux, quand j'avais pas trop de bouchons. Ils se rendent compte de la chance aujourd'hui qu'ils ont de pouvoir avoir une maman qui peut gérer son emploi du temps. Et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que je peux aussi bloquer mon emploi du temps quand il y a des activités ou des sorties scolaires pour eux. Voilà, une activité à la ferme, un relais mathématique. Je vais bloquer mon emploi du temps et je me dis, tant pis, en fait. Oui, c'est peut-être du chiffre d'affaires que je fais pas, mais à côté de ça, je suis avec eux, je partage des bons moments et puis je les vois grandir, je les vois évoluer. Et eux, ils sont super contents que leur maman puisse venir à l'école ou dans leurs activités. Donc, ta vie d'entrepreneur te permet de t'accomplir en réalité dans ta vie de maman Tout aussi. à fait. Beaucoup plus que quand j'étais salariée, en tout cas. Parce qu'elle me donne cette flexibilité et cette autonomie dans mon emploi du temps. Et c'est ce dont j'avais besoin, surtout avec 4 enfants. J'imagine. C'est la course. J'imagine. Comment, du coup, tu t'organises justement pour tes enfants? Parce que ils vont dans différents établissements, ça doit être aussi une sacrée organisation. Ils font des activités aussi à côté. Est-ce que tu as des aides, des soutiens? On parle beaucoup d'un village quand on est maman à avoir derrière soi. J'ai de la chance. Alors, j'ai mes parents qui sont là, qui sont juste à côté de moi, sur le village d'à côté, qui m'aident beaucoup, aussi bien pour les conduites de sport. Voilà, mon papa fait les conduites de foot. Il adore en plus, donc ça lui va très bien. Ma maman me gère aussi les enfants. Après, on a investi dans une petite voiture, Mais je vois les petites voitures, une petite Citroën Ami, là. Voilà. Ça, franchement, ça nous sauve la vie. Ça me sauve la vie. Parce qu'aujourd'hui, il fait les conduites de foot ou ce genre de choses tout seul. Donc, il est autonome, ouais. Ouais, il est très autonome là-dessus. Et puis, vraiment, ça change. Après, c'est de l'anticipation. Vraiment, à chaque fois, je note tout dans mon agenda. Je pense que mon téléphone, je le perds, je serai la plus malheureuse du monde parce que toute ma vie est dedans. Et puis, c'est vraiment de l'anticipation. C'est savoir qui a quoi, quand, comment, quel danger, quel trajet. Et puis, plus c'est anticipé, je pense que eux, ça les rassure. Moi aussi.
bien qu'avec 4 enfants, il y ait toujours de l'imprévu. Ouais. Un malade, une maîtresse absente, voilà, quelque chose qui va pas. Mais en tout cas, je suis bien accompagnée et je suis bien entourée pour que ça puisse se passer convenablement quand je les ai. Et ton niveau de stress par rapport à toute cette orga, aujourd'hui, sur 10, si tu devais donner une note? Je pense que je suis pas stressée par rapport à l'orga. 4 enfants, on lâche prise, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Parce que si on veut tout contrôler, c'est impossible. Il y a j'ai mis en place des priorités, c'est-à-dire que il faut que les devoirs soient faits, il faut qu'ils soient couchés à telle heure, parce que pour moi, c'est important. Aujourd'hui, ça se met, bien en place aussi parce que j'ai de la différence d'âge. C'est-à-dire que l'aîné a 16 ans, le petit dernier a 4 ans et demi. Et puis, je les ai toujours élevés un petit peu en mode tribu, donc ils se gèrent tous ensemble, les uns avec les autres. Et donc, je peux pas dire que je sois débordée par mes 4 enfants parce que ça serait mentir, voilà. C'est sûr que c'est des conduites, c'est, du temps, mais dans la vie quotidienne, je trouve que le passage de 1 à 2 est bien plus important que, d'en avoir 4. Et qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre à travers ta vie, entrepreneuriale et tous tes choix d'entrepreneuriat? Que justement, on a toujours le choix et qu'on ne doit pas raisonner contrainte. Je pense que c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. On raisonne pas contrainte et quand on veut, on peut. C'est-à-dire que si on a envie de faire, la seule limite, c'est nous. Et il faut y aller, il faut tester. Et même si on se trompe, même si ça fonctionne pas, même si demain ou après-demain, je dois fermer l'atelier, j'aurais vécu une superbe expérience. Aussi bien personnelle, humaine que professionnelle, en fait. J'ai rencontré tout un tas de personnes qui m'ont appris, je me suis nourrie. Et donc, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Aujourd'hui, tu fais un choix, un chemin, mais peut-être que dans 10 ans, t'en feras un autre. Et là, on est justement dans ce cas où Arthur, 16 ans, il a des choix, entre guillemets, d'options, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Et puis on leur met la pression parce que, il faut à tout prix qu'à 15 ans ou 16 ans, on sache ce qu'on a envie de faire. Et moi, je lui dis, on est le meilleur exemple parce que même son papa, il a repris une formation à 38 ou 39 ans pour faire sa passion. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu sais, nous, on a décidé de reprendre une formation, de faire totalement autre chose. Dans la vie, on a toujours le choix. Il y a juste l'envie et le passage à l'acte. Et la petite flamme à nourrir pour passer à l'acte. Et c'est ce que tu dirais aussi à une maman qui a envie d'entreprendre et qui n'ose pas pour plein de raisons différentes? C'est ce que je lui dirais, en effet. Je lui dirais que l'objectif, c'est déjà de 1, d'avoir envie, de s'écouter. Parce que je pense aussi que l'intuition, elle est là. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire et où je me suis dit non, là c'est pas moi. J'avais toujours dit un jour je quitterai le Marin pour ouvrir mon entreprise et seulement pour ouvrir mon entreprise, sinon je partirais pas. Et j'aurais pu le faire à d'autres moments et je sentais que c'était pas le bon moment. Le choix est très important et je dirais qu'à partir du moment où on a envie de le faire et où on se sent capable de le faire, il faut y aller. Et comme je dis toujours, même si on n'y arrive pas, on apprend. Et puis c'est pas une défaite, c'est pas quelque chose d'horrible de pas y arriver. On en ressort grandi et puis on repart dans une vie de salarié ou dans une vie d'entreprise, mais en ayant appris aussi sur soi. Et toi, t'as jamais eu de peur au final? Tu disais au début que t'avais un peu peur que ça aboutisse pas, puis au final, ça a très vite pris. Ouais. Est-ce que t'as quand même la peur qui a continué à être présente? Aujourd'hui, elle est toujours là ou... Bien sûr. Ah, d'accord. C'est un éternel recommencement. Pour moi, rien n'est jamais acquis. Et c'est pour ça aussi que je continue à me former, à proposer d'autres choses tous les ans, parce que je sais que c'est aussi la nouveauté qui fait venir les gens. Mais oui, on sait très bien que demain, tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce que on a un peu moins de fréquentation, parce qu'on n'arrive plus à en vivre, encore plus quand on est maman solo, parce que il y a plus un pilier à côté de nous sur lequel on peut compter, on peut se dire bon voilà, c'est pas très grave s'il y a un mois qui fonctionne pas, le mois prochain ça ira mieux. Donc oui, il y a toujours des craintes. Et c'est pour ça que je suis continuellement dans cette recherche de qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux accompagner, comment je peux diversifier. Puis j'écoute aussi beaucoup ce qu'elles me disent, beaucoup ce qu'elles souhaitent. On parle énormément avec mes clientes, avec mes élèves de yoga. Et donc l'objectif pour moi, c'est de vraiment les accompagner au mieux et de faire en sorte qu'elles puissent se retrouver pleinement dans ce lieu.
Tu parles là beaucoup d'accompagner, mais est-ce que toi aussi tu te fais accompagner? Tu te fais accompagner par qui? Alors, à titre très personnel, je suis suivie par Mandy, qui est kinésio, sur lequel on travaille aussi bien personnellement que professionnellement. Ok. Tout ce syndrome de l'imposteur, toute cette confiance en soi, ça, je suis venue le travailler parce qu'obligatoirement, au départ, on est un peu tremblante devant sa porte en se disant: «Est-ce que je vais y arriver?» Plus sur ce côté-là, où je viens vraiment bosser dessus et me challenger. Ok. Et est-ce que tu as pris, par exemple, pour la partie business, un coach ou comme on peut beaucoup en entendre parler aussi? Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'ai été accompagnée lorsque j'ai créé mon entreprise par la BGE qui m'a mis à disposition une personne qui m'a tous les mois challengée sur mon business plan, sur ma capacité à faire les choses. Après, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon ancien métier. Quand on sort de la grande distrib, quand on sort de magasins, c'est ce genre de choses où on est déjà venu travailler dessus, j'ai envie de dire. Les objectifs à court terme, moyen terme, long terme, comment on va mettre en place les choses, une timeline, enfin voilà. Tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà dans mes bagages et que je viens faire de façon très régulière. Donc, tu avais déjà ta vision quand tu as lancé, Tout à fait. pas vers moi, Ouais. ta vision à 3 ans, à 5 C'est ans, ça. et cetera. Et aujourd'hui, si tu le refais régulièrement, je Oui, suppose, ça serait quoi ta vision dans 5 ans? Comment tu te vois et comment tu vois Lorraine dans 5 ans? Bon, je vois Lorraine dans 5 ans. Professionnellement parlant, j'aimerais continuer à développer l'atelier, à proposer plus de choses, à peut-être aussi amener un espace plus ludique. J'aimerais travailler un peu plus avec les enfants. Aujourd'hui, sur le yoga ou ce genre de choses, ça peine un petit peu à se mettre en place. Aussi bien sur la sophro, il y a pas de souci. Mais quelque chose de plus ludique, de plus dans l'atelier, de plus collectif, j'ai envie de dire. Et puis de continuer à apprendre et à enseigner. Pour moi, c'est très important l'enseignement, c'est très important la pédagogie. Donc voilà, Lorraine, dans 5 ans, elle se voit toujours dans l'atelier. Peut-être un peu plus grand, je vais pas me mentir. Voilà, cette partie parking là, elle m'embête. J'aimerais bien refaire Faire une quelque chose extension. extension pour pouvoir encore développer d'autres choses, d'autres pratiques, d'autres choses qui ont besoin d'être développées, surtout dans la PVL, parce qu'on retrouve pas tout ce qu'on peut avoir sur la métropole. C'est vrai. Et donc, moi, je sais que j'étais très frustrée à l'époque quand je devais aller jusque Villeneuve-d'Ascq, Bondy ou Lille pour essayer de trouver une thérapeute, pour essayer de trouver un cours de yoga. C'est vrai. Donc voilà, continuer à développer dans ce sens-là. Et tu te vois travailler avec d'autres personnes? Pas du tout? Alors aujourd'hui, je sais que j'ai du mal à déléguer, clairement. En fait, je pense que c'est mon 5e bébé, l'atelier. Ouais. Voilà. Donc, mais je ferme pas la porte. C'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui que je ne sais pas faire, l'hypnose, le reiki, toute cette partie énergétique que je ne fais pas. Alors, je suis pas, l'envie n'est pas d'aller dessus pour le moment, peut-être un jour, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait être bien et être complémentaire à l'activité. Donc, je ferme pas la porte aujourd'hui à pouvoir intégrer d'autres thérapeutes dans l'atelier. Sur la gestion de ton entreprise, que ça soit savoir-être ou savoir-faire, qu'est-ce que tu as le plus retenu de tes expériences dans la grande distribution? Tout à l'heure, tu parlais des visions à long terme, de time-lapse, etc. Est-ce que tu as vraiment des choses qui t'ont directement aidé à faire connaître aussi ton entreprise? Tout le côté réseau, tout le côté création de support. Et je suis partie d'une page blanche et c'est ce que je faisais parfois chez Leroy, partir d'une page blanche et de tout écrire. C'est ça qui m'anime, c'est de vraiment alors que ce soit sur le pro comme le perso, parce que quand j'ai acheté des maisons, ça a toujours été le cas. On a gardé 4 murs et un toit. Et après, il a fallu tout faire, tout construire et tout écrire. Et c'est ce que je continue. Et c'est ça qui m'anime. Le côté création, le côté créativité. Et c'est ça aussi que m'a donné Leroy Merlin, après, en ayant quelque chose de très cadré.
toujours avec des points d'étape, Mhm. avec est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais si ça a fonctionné, ben génial, mais qu'est-ce que je fais de plus? Mhm. Parce que, voilà, le «toujours plus» entre guillemets et si ça a pas fonctionné, ben qu'est-ce qui a pas fonctionné? La remise en question, le fait de se dire: «Bon, bah, OK, ça j'ai peut-être pas réussi parce que j'ai pas mis assez là-dessus ou là-dessus». Mais oui, le Ramarin, ça a été pour moi, c'est une superbe école. C'est une superbe école pour entreprendre parce qu'elle donne des bases et un fondement, très solide, Mhm. et elle permet, voilà, aussi bien sur le chiffre d'affaires, sur le côté, marketing, heu et gestion, elle m'a donné vraiment des bases pour créer mon entreprise. Si on revient sur le côté marketing, qui est une des priorités pour tout Oui. entrepreneur quand on se lance, et communication. Du coup, c'est toi qui as tout géré tout de suite, même ton logo, tout ça. Alors le logo, je suis passée par une créatrice qui Mhm. a fait le logo. Il a fallu trouver le nom. Mhm. L'atelier Un pas vers moi, ça a été, il y a beaucoup de sens. En fait, Mhm. c'est le pas en sophro, c'est le pas de la naturo, le pas de danse, Ouais. la réflexologie avec le pied et puis, l'atelier, il est au pas Roland. Donc en fait, voilà, il y avait aussi le petit clin d'œil, heu, sur la commune. Donc le logo a été fait par une créatrice, mais je voulais quelque chose de très, fin, de très épuré et qui me ressemble. Et après oui, par contre, j'ai tout créé jusqu'au site internet, en fait. Ok. Donc oui, ouais, ouais, je me suis formée, pour pouvoir créer le site internet et pour pouvoir tout créer de A à Z. Donc architecte d'intérieur aussi, C'est parce ça. qu'il fallait aussi Tout à créer fait. toute cette atmosphère qui est vraiment chouette et unique et qu'on retrouve vraiment toutes ces déclinaisons sur tous tes supports de com. Donc en fait, multicasquette C'est ça. d'entrée de jeu. C'est ça qui te plaisait. C'est ça qui me plaît, c'est d'être, de pas avoir de je pense que dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de limite, C'est vrai. et c'est ça qui est génial. On se dit, j'ai envie de dire, je vais pas dire ce que je rêve la nuit, je le fais le jour parce que c'est faux, mais c'est un Mhm. petit peu ça quand même. On n'a pas ce cadre, qu'on peut avoir parfois en entreprise. On a envie de faire des choses et où c'est pas le bon moment, où c'est pas la bonne solution. Là, on y va et donc c'est ça qui permet d'avancer encore plus vite. Donc oui, l'atelier, je l'ai dessiné, je l'ai créé pour que quand on rentre, on ait une atmosphère tout de suite où on laisse ses valises à la porte et on vienne souffler. Et elles me disent toujours, quand on rentre dans ton atelier, on bâille. On fait que bâiller. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ce qu'on lâche, on détend et on se sent bien. On se sent bien. On sait aussi que l'énergie d'un lieu, Mmh. c'est aussi l'énergie de l'entrepreneur qui a créé Tout à ce fait. lieu. Et qu'il faut justement conserver son énergie en tant qu'entrepreneur pour pouvoir continuer à communiquer cette belle énergie dans ce lieu. Comment tu fais toi pour garder cette énergie? Et quand ben, forcément t'es pas non plus surhumaine, hein, quand il y a des petits moments de down, comment tu fais pour que ton énergie elle remonte justement? Alors je me connais très bien, Mmh. c'est-à-dire que je détecte maintenant très rapidement, quand, il y a un petit moment de flottement, et je suis bien entourée. C'est-à-dire que je vais aussi bien aller voir mon psy en kinésio, qu'une thérapeute. Je vais aussi voir une psychologue, Mmh. voilà, pour déposer ce que je dois déposer et heu et elle m'aide vraiment beaucoup. En fait, elle est psychologue, mais elle est aussi psychologue, au niveau du travail. OK. Donc, elle m'accompagne aussi, on disait non sur un coach au niveau du travail, mais quelque part si, parce qu'elle vient aussi me Mmh. poser beaucoup de choses. Je fais aussi des soins énergétiques. Quand je sens vraiment que les batteries sont à plat, j'ai besoin d'aller faire des soins. Et puis après, je m'écoute, chose que je faisais pas obligatoirement quand j'étais salariée. Mmh. Quand j'étais salariée, je me donnais, énormément. Là, aujourd'hui, j'ai la possibilité, de pouvoir parfois me dire: «Bon, là, j'ai rien cet après-midi» ou je bloque mon agenda. Je me pose et je prends ce temps pour moi. Mmh. Pour me poser, pour me reposer parce que je sais que si je suis pas vraiment en forme et pleine d'énergie, ça va se ressentir dans mes soins et puis ça va se ressentir quand je vais être sur mon tapis et je vais pas être, 100 avec les gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi appris avec l'entrepreneuriat, c'est savoir se dire: «Maintenant stop, je m'écoute et je me pose» et tant pis si je pose, une après-midi ou une matinée, mais cette matinée ou cet Mmh. après-midi, elle est pour moi, pour aller mieux et pour pouvoir mieux repartir. Et ça, tu sais le faire sans culpabiliser ou c'est encore en cours d'apprentissage? Là, ça y est. Ouais, ça y Ouais. est? Là, ça fait une petite année maintenant où voilà, je me dis: «Non, non, le plus important, c'est moi, en fait». Mmh. Tu déjà frôlé un peu le burn-out, même dans l'entrepreneuriat? Pas obligatoirement dans Ouais. l'entrepreneuriat,
Parce que tu avais justement appris à t'écouter, je Voilà, suppose. j'avais appris à m'écouter, mais oui, je pense que je suis quelqu'un qui tire beaucoup sur la corde, qui va toujours jusqu'au bout des choses. J'ai besoin de me surpasser, de me montrer que je peux réussir. Donc oui, je pense qu'il y a des moments où on frôle un peu cette limite, où on est sur une corde, on se dit: «Ah, pas faire un pas de plus parce qu'alors là, ça passera peut-être pas». Et il faut quand même aussi beaucoup de confiance pour mener, un projet entrepreneurial malgré tous les doutes. Cette petite flamme, qui nous guide, on choisit de l'écouter quand on a aussi cette confiance que le projet va marcher, confiance, voilà, dans ses convictions. Cette confiance, elle se travaille. Oui. Tu dirais que, la maternité, ça l'a fait émerger cette confiance? Les accouchements aussi, est-ce que ça a été vecteur de confiance? On parle un petit peu en off, tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais revenir, là-dessus peut-être? C'est sûr que, la maternité, ça change une femme, c'est certain. Ça change un couple, mais ça change une femme aussi. J'ai été, maman très jeune, parce qu'Arthur est arrivé, j'avais que 22 ans. Donc toute jeune, voilà. Et on prend en maturité et on prend en confiance. Et chaque grossesse et chaque enfant m'a permis de, venir travailler un peu plus sur moi et de venir m'affirmer aussi dans la femme que j'étais et que je suis. Chaque enfant a une place très importante et a sa place, mais me pousse aussi dans mes retranchements. Me montre aussi, m'aide aussi à aller, toujours un peu plus loin et un peu plus, dans cette notion de confiance. Obligatoirement, quand on lance cette entreprise, je peux pas dire que j'étais ultra confiante, je vais pas mentir, mais j'adore relever des défis et surtout je n'aime pas perdre. En fait, je me suis dit: «Ben non, tu vas y aller, tu vas te donner à fond et puis tu vas y arriver et puis si tu y crois, c'est déjà la moitié du chemin fait». Donc voilà. Et tes accouchements aussi, t'ont révélé toute cette confiance en tout cas? Oui, parce que j'ai eu des grossesses, différentes. Arthur est à 22 ans où on m'annonce que je vais avoir un tout petit bébé, minuscule. Limite, ici, il fait 2,5 kg, c'est très bien. Une grossesse très particulière, très, constamment à la maternité. Pour finir, j'accouche, il fait 3,8 kg, il va très bien. Un après-grossesse très compliqué parce qu'avec une infection, devoir re-rentrer en maternité, gérer un bébé avec 42 fièvre, un allaitement qui se passe pas très bien. Et c'est là aussi où j'ai dû m'affirmer parce que, je pense qu'à ce moment-là, voilà, j'étais une jeune femme de 22 ans, comme on peut l'être un peu aujourd'hui et devoir dire: «Non mais là stop en fait, l'allaitement il se passe pas bien, mon fils il est en train d'hurler parce qu'il a faim». On fait quoi, en fait? Et je suis pas certaine que sans maternité, j'aurais réussi à m'affirmer comme ça auprès de quelqu'un. Louis est arrivé de façon très cool et sereine. C'est mon bébé cool, il est arrivé le jour de mes 27 ans, il est né le jour de mon anniversaire, donc ça, c'est le plus beau cadeau qui puisse arriver. Marie, elle arrive dans un contexte très particulier, un contexte, voilà, avec ma belle-mère qui était malade et on savait que l'issue était pas favorable. Un de mes piliers, mon grand-père qui est décédé. Et puis elle est arrivée, je devais avoir une péridurale et puis la péridurale a pas fonctionné. Et là, on n'a pas le choix. On se dit de toute façon, ben voilà, il faut que ce bébé sorte. Et à 4,2 kg, il fallait qu'il sorte. Et là, oui, on se dit que waouh, on a quand même des ressources insoupçonnées, en fait, en tant que femme, en tant que maman, quand on doit faire face à ce genre de choses. Et puis Paul, c'est le dernier, c'est celui c'est celui où viscéralement je sentais qu'il fallait qu'il soit là. En fait, c'était viscéral, il fallait qu'il soit là. Donc voilà, c'est celui qui me pousse le plus dans mes retranchements. C'est celui qui m'a fait faire en sorte que je devienne cette entrepreneuse, mais qui me met aussi face à une réalité de maman pas toujours simple. Je vais pas mentir. C'est le petit garçon qui est à la fois super mignon, super craquant, mais qui va être craintif de beaucoup de choses, qui va avoir une hypersensibilité, qui va avoir besoin d'être accompagné. Donc pour lui, je suis allée voir beaucoup de thérapeutes. Je suis allée tester beaucoup de choses pour qu'il se sente mieux, qu'il se sente bien. Aujourd'hui, à 4 ans et demi, je vois vraiment les bénéfices de tout ça. Mais oui, ils m'ont fait
ils m'ont fait bouger, ils m'ont fait grandir et puis ils me continuent à me faire avancer. On t'est challengé au quotidien. Toujours. Ouais. Donc, Tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, je me remets en question sur ce rôle de maman, c'est certain. On se pose encore plus quand on est maman solo, même s'ils ont un papa qui est très présent parce qu'il les a une semaine sur 2, voilà, qui fait très bien les choses pour eux. Mais on est quand même toute seule à les gérer pendant une semaine, donc tout le poids repose sur nous. et comment tu fais pour ne pas être que maman, que entrepreneur, mais aussi femme, tout simplement Alors, j'ai envie de dire, ça, c'est quelque chose que je découvre et que je mets un point d'honneur depuis maintenant cette séparation. Avant, j'étais que maman, que entrepreneuse et que femme. Je prenais quasiment pas de temps pour moi. Et depuis que je les ai pas une semaine, je vis vraiment cette semaine comme une semaine de décompression, entre guillemets. Je culpabilise pas. Alors oui, il me manque. Après, je les vois quand même dans la semaine. Enfin voilà, on n'habite pas très loin l'un de l'autre et donc je sais que je peux passer ou s'il y en a un qui a un souci pour aller faire une conduite, je les vois. Mais c'est un temps pour moi et c'est un temps que je m'octroie et que je m'accorde. Et chose que je ne faisais absolument pas avant. C'est-à-dire que j'étais tout le temps dans la culpabilité de me dire ah mais oui, mais j'ai déjà beaucoup travaillé, je les ai pas vus, je vais quand même pas faire une sortie avec des copines. C'est moyen. Aujourd'hui, voilà, cette En plus, semaine on où se je pose les pas. ai pas, la question, elle se pose pas. Elle se pose pas. J'ai une vie sociale beaucoup plus riche et intense parce que je les ai un petit peu moins. Donc, du coup, peut-être aussi un meilleur équilibre, le fait de C'est ça. prendre du temps pour toi et te redécouvrir aussi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on est venu travailler, tu vois, avec Vanessa Montel, la psychologue que je vois et qui accompagne aussi en tant que coach. Elle m'a fait faire un exercice stupéfiant tout début que je suis allée la voir et quand j'ai ouvert l'entreprise. Ça a été le fameux camembert de combien de pourcentage de vie pro, de vie perso, de vie de famille, de vie avec les amis, de vie avec son compagnon. Et en fait, je me suis rendu compte que 80% de mon temps, je le passais au travail parce que, ben voilà, je lançais mon entreprise et que quelque part, c'était un peu normal. Et que les 20 autres pourcents, c'était pour mes enfants. Voilà. Il n'y avait aucun espace pour toi. Et il y avait aucun espace pour moi. Alors même si j'adore mon métier et que le yoga, c'est vraiment une passion, je l'enseigne. C'est pas la même chose que quand je viens recevoir un cours de yoga. Et c'est dangereux de se définir aussi que par son entreprise ou que par son rôle aussi de maman. Et j'étais Lorraine l'entrepreneuse et Lorraine la maman. Et il n'y avait plus de Lorraine en tant que femme. Et cette création d'entreprise, elle m'a aussi permis de me dire non, prends soin de toi. Prends soin de toi, prends du temps pour toi. Ça n'est pas égoïste. Ça n'est pas se culpabiliser parce qu'aujourd'hui, je reçois quand même beaucoup de mamans qui sont qui viennent en sophro ou en réflexo et qui culpabilisent de se prendre 1 heure pour elles dans la semaine ou même de se faire couler un bain pendant que les enfants sont en train de jouer avec le papa ou que je leur dis non en fait. Avant tout, si on est bien nous, nos enfants seront bien. Et c'est pas égoïste de se prendre une petite heure pour soi dans la semaine. Au contraire, c'est ce qui fait que, moi justement, on n'est pas sur ce fil en train de vaciller et un jour peut-être de tomber. C'est de savoir se centrer. Et savoir se centrer, ça permet du coup, comme tu l'as dit, d'être peut-être une meilleure maman aussi et une meilleure entrepreneur parce que plus de clarté aussi, lucidité, peut-être pour venir affronter ce que j'appelle les blessures des entrepreneurs. Moi, j'ai identifié 5 blessures des entrepreneurs. T'en as déjà un petit peu parlé, la peur de l'échec, le premier. C'est des peurs, je trouve, qu'on retrouve aussi beaucoup chez la maman, tout à fait. Est-ce que tu peux donner un petit peu ton ressenti sur cette peur de l'échec? Est-ce que souvent elle est très présente quand on se lance et puis une fois qu'on a passé le cap, on commence à être rentable, elle disparaît. Tout à fait. Comment ça fonctionne de ton côté? C'est tout à fait ça. C'est la peur de l'échec, elle est vraiment très présente quand on vient de démarrer son activité parce qu'il faut se faire connaître. En plus, dans un petit village de Mont-Saint-Pével où il n'y a pas de yoga, où il n'y a pas de sophrologue, où voilà, où j'ai envie de dire c'est un petit village qui vit bien, mais où il n'y a pas tout ça. Et donc oui, cette peur, elle est constante. Moi, je sais que pendant les 6-7 premiers mois, vraiment, c'était une boule au ventre de me dire est-ce que ça fonctionne? Quand je voyais que j'avais des cours qui se remplissaient, j'étais contente. Et puis que la semaine d'après, j'avais 1 ou 2 personnes, je me disais peut-être qu'elles n'ont pas aimé, peut-être que je ne fais pas bien ci, peut-être que je ne suis pas comme ça. Donc c'est constamment en train de se remettre en question, mais sans jamais, comment je peux dire, chercher à me changer.
Je savais que j'avais cette identité-là, je savais que je voulais apporter ces choses-là aux gens. Et donc, je me suis pas dit, réinvente-toi totalement, ne fais pas ce que tu as envie de faire et qui tu es, reste tel quel. Et puis voilà, les gens qui se vibreront comme toi viendront. Mais oui, cette peur de l'échec, elle est constante et elle est quand même encore présente de temps en temps. Parce que quand on lance quelque chose de nouveau, on se dit toujours, est-ce que ça va fonctionner? Par exemple, le Head Spa, je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne génial. Parfois, j'ai lancé des choses, j'ai lancé des nouveaux cours de yoga où il y a eu de l'engouement pendant un mois et puis après, plus rien. Mais avec le recul, avec quasiment maintenant 4 ans, je le vis pas de la même façon que il y a 4 ans. Je pense que si ça s'était passé il y a 4 ans, je me serais vraiment remise en question. Ça aurait été très compliqué. Aujourd'hui, avec la recul, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le cours qui fonctionne pas? Est-ce que c'est l'horaire? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que t'as pas la clientèle pour? Et c'est tout. Il faut aussi l'accepter. Mais voilà, ça permet, j'ai envie de dire, la maturité de l'entreprise permet de se dire, bon, on prend un peu de recul et c'est pas la fin du monde. Et justement, ce recul, il est possible quand on arrive aussi à dépasser ce syndrome de l'imposteur, qui est la deuxième blessure. Et je pense que ça touche 100% des entrepreneurs, du coup, plus les femmes, j'ai l'impression. Mais en tout cas, 100% des entrepreneurs femmes que j'ai interrogés. Les chiffres officiels, c'est 70% des entrepreneurs qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur, hommes et femmes confondus. Donc, c'est pas anodin. Toi, comment tu l'as vécu, traversé ce syndrome de l'imposteur et quand même beaucoup revenu dans cette interview, ce podcast? Je pense que c'est quelque chose qui je vais pas dire toujours présent, mais qui, pareil, qui s'efface un petit peu avec le temps, avec le fait que ça fonctionne. À un moment donné, je regardais beaucoup sur les réseaux. Après, j'ai arrêté. Je me suis dit, l'objectif, c'est pas de faire comme telle ou telle personne qui fonctionne, c'est de créer ta propre identité. Je suis pas la prof de yoga qui fait des pinchas et qui monte. Voilà, je sais que ça, c'est pas mon truc. Et je cherche pas à le faire. Et je pense que c'est aussi mes élèves et les personnes qui rentrent aujourd'hui dans mon atelier qui font que je me sens aujourd'hui pleinement à ma place. Mais sur la première, voire la deuxième année, ah non, j'étais pas du tout sereine. Je me disais toujours, est-ce que vraiment je suis bien là? Est-ce que j'ai la bonne posture? Est-ce que je suis tout à fait à ma place? Est-ce que ce syndrome de l'imposteur n'est pas en train de grandir justement? Et je trouve que non, avec les années, les mois, il diminue un petit peu. Et le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation de ne pas être à la hauteur. Aussi. On le retrouve beaucoup dans la maternité. Sensation de pas savoir forcément comment faire et on se dit peut-être que les autres font mieux que moi. Toi, ça t'a aussi traversé? Ça m'a traversé aussi, non, côté entreprise. Oui, parce que voilà, je pense qu'on vient toujours parfois se comparer et j'ai arrêté justement pour pas que ça vienne parasiter mes choix et mes envies. Côté maternité, pas vraiment. Vraiment, je pense que j'ai toujours fait avec mes ressentis de maman, avec mes envies. Et je me suis toujours dit, bah, de toute façon, ils ont été pendant 9 mois dans mon ventre, ils ont vécu en moi avant d'être là, en face de moi. Et mieux que quiconque, je pense que je peux les cerner. Et je me dis que chaque maman est différente, chaque enfant est différente. J'en ai 4. Je les élève pas tous de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai envie de dire une base, mais ils ont pas tous la même sensibilité, ils ont pas tous les mêmes envies. Je sais avec qui je peux faire certaines choses et pas d'autres. Et donc, ce syndrome de l'imposteur en tant que maman, je l'ai quasiment pas eu. Je me suis pas comparée, je me suis pas dit qu'il y avait des mamans mieux. Je me suis dit qu'elles avaient des enfants de cette façon et qu'elles avaient envie de leur apprendre telle chose, de les élever dans tel environnement et que moi, mon environnement, et ce que j'avais envie de leur apprendre, c'était ça, en fait. Tu parlais là beaucoup dans la peur de l'échec, le syndrome aussi de l'imposteur, du fait aussi de te comparer. Oui. Est-ce que cette comparaison, alors c'est la troisième blessure, la comparaison excessive, tu l'as quand même traversée, c'est celle qui te touche le moins, j'ai l'impression, au final, aujourd'hui? Ouais, je me suis très vite dit que il fallait pas que je me compare parce qu'il y a autant de profs de yoga que d'univers, que de domaines.
et que les personnes viendraient à moi en fonction de mon univers et de qui je suis vraiment. Et la comparaison venait me frustrer et j'aime pas copier en fait. Je me dis qu'on a assez de ressources en nous pour faire quelque chose qu'on aime avec honnêteté et avec sincérité. C'est ce que je fais toujours pour moi. Voilà, il y a des valeurs qui sont très importantes, c'est l'honnêteté, la sincérité. Et si on le fait avec le cœur, voilà, Ça fonctionne. ça fonctionne. Et on n'a pas besoin d'aller regarder. Alors, je regarde parce que je trouve ça super, parce que je veux aussi m'apprendre des cours avec d'autres personnes en fonction de mes affinités, justement. Juste pour t'inspirer, Voilà. que pour copier au final. Et ouais. Tout à fait. Je suis très peu de profs de yoga sur les réseaux, mais vraiment très peu. On sait que les réseaux aussi, c'est pas les réseaux sociaux, mais voilà, les réseaux d'entrepreneurs, mais également les réseaux perso. C'est ce qui va permettre l'essor d'une entreprise et c'est ce qui va permettre du coup de dépasser déjà la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, tu as eu la chance de t'appuyer sur un réseau perso avec le Roi Merlin justement? Et est-ce que aussi tu as rejoint un réseau d'entrepreneuriat féminin? On connaît alors Bouge ta boîte qui vient de fermer depuis hier, par exemple. Voilà, il y en a plein d'autres ici dans le Nord, Little Big Woman qui est aussi très connue. Toi, t'as fait le choix d'avancer solo au début. Ouais. Ouais, j'ai fait le choix d'avancer solo, de pas rejoindre un réseau. Je pense que c'était ma peur de légitimité à ce moment-là, de rejoindre ce type de réseau. Et puis le bouche à oreille a fait son effet assez rapidement. Avec aussi bien mes élèves que les personnes que j'accompagnais en séance. Et tout s'est fait de façon très vite, j'ai envie de dire, sans que je fasse de pub gigantesque. Et ça a été une vraie chance, je pense. Et je pense que le fait de ne pas rejoindre un réseau, ça a été vraiment dans un premier temps un peu ce syndrome de l'imposteur, de me dire mais je vais pas aller dans un réseau, j'ai peut-être pas ma place, j'ai peut-être pas ma légitimité aujourd'hui dans ce réseau de femmes super entreprenantes. Je m'y voyais pas en fait. À l'époque, en tout cas, il y a 4 ans, je m'y voyais pas. Donc plutôt l'effet contraire, parce que souvent on rejoint ces réseaux pour dépasser le syndrome de l'imposteur et se dire il y a des gens qui vont être comme moi et ça va m'aider, me booster justement. Et toi, c'était du coup c'était la démarche contraire. On sait également que la 4e peur, c'est la peur de l'argent. Oui. Qui est vraiment fondamentale, même si c'est très tabou en France, mais qui est fondamentale dans la vie de tout entrepreneur. Il y a 2 façons d'avoir peur de l'argent, soit d'avoir peur bien sûr de pas en avoir assez, ou soit la peur d'en gagner, dans le sens on propose pas des tarifs assez chers par exemple, on n'ose pas parce que si j'augmente de 10 € mon tarif, les gens vont pas forcément venir. Est-ce que ça t'a traversé aussi cette peur? En fait, j'ai les 2. Je suis déjà partie de quelque chose où je me suis dit je veux que ce soit accessible à tous. Je veux pas faire du yoga ou de la thérapie pour les gens qui ont uniquement de l'argent. Je veux vraiment que ce soit quelque chose où chacun puisse ouvrir la porte et se dire je peux me permettre d'y aller. Donc ça, j'ai toujours été claire là-dessus et je reste là-dessus, même si parfois mon conseiller entre guillemets me dit vous n'êtes pas assez cher ou vous pourriez. Non, en fait, je reste là-dessus. Mon objectif, il est celui-là. Manquer d'argent, bien sûr, obligatoirement. Enfin voilà, encore plus en étant maman solo. Ouais. C'est quelque chose qui vient nous percuter tout le temps. C'est ce que je dis toujours. On remet le compteur à 0 tous les mois. On n'a pas vraiment de visibilité sur, alors oui, plus ou moins avec les forfaits de yoga, ceux qui se terminent ou ce genre de choses, les rendez-vous pris, mais on n'a pas vraiment de visibilité sur quel va être notre chiffre d'affaires tous les mois. On sait aussi que une année, c'est 12 mois, mais que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas 12 mois. C'est vrai. Il y a des mois très, très creux. Il y a les mois de Noël, enfin, les mois d'hiver où les gens sortent un peu moins, préparent les fêtes de fin d'année. Juillet, août aussi, hein. Alors, étonnamment, je suis pas cette année, mais trop bien. Mais en effet, sinon, juillet et août, on sait qu'on fait pas notre chiffre d'affaires, on fait pas le même chiffre d'affaires. Et donc, j'ai envie de dire, sur 12 mois, on fait peut-être notre chiffre sur 9 mois et demi. Et donc, ces mois manquants, il faut aussi les avoir en tête et les anticiper. On pourra lisser après sur l'année. C'est vraiment du lissage sur l'année.
Donc c'est cette maîtrise au final de de ta compta Oui. qui te permet un peu de dépasser cette peur Tout à fait. et puis le fait de rester ancré sur tes valeurs Oui. profondes C'est ça. aussi, c'est un peu ta boussole au final pour dépasser tout ça, ne pas augmenter les tarifs C'est et ça. rester aligné sur ce que tu veux transmettre Tout à aussi. fait. Je suis très valeurs en fait. Mhm. J'ai des valeurs, je les connais, je sais qu'elles sont profondes et j'y arriverai pas à aller au-delà. Je sais que je serais pas alignée avec moi-même et ça serait pas moi. Et je pense que je vais pas dire que je m'en rendrais malade, Mhm. mais je serais vraiment pas à l'aise avec ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi pour ces raisons-là, tu veux rester aligné sur tes valeurs, que c'est compliqué de cette peur de déléguer, qui est la Tout à cinquième fait. blessure des entrepreneurs, la notion de contrôle excessif, cette peur de déléguer, est-ce que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent? Est-ce qu'il y a cette sensation que le travail sera pas forcément aussi bien fait? Dans ton cas, c'est parce que les valeurs, c'est le point central au final, les fondements de ton entreprise et tu as envie que ces fondements perdurent dans le temps. C'est ça pour toi? C'est ça pour moi, oui, oui. Alors il y a obligatoirement du contrôle. Je pense que Mhm. quand on ouvre son entreprise, on est c'est un bébé, hein, qu'on vient d'ouvrir, donc on est dans le contrôle, on veut que ce soit, fait, à notre façon. Mais c'est aussi ses valeurs. Moi, j'ai besoin quand je vais conseiller quelqu'un, une thérapeute à un de mes clients ou à une de mes élèves, je vais toujours conseiller une personne dans laquelle je suis totalement, OK, aussi bien dans sa pratique que dans ses valeurs. Alors, Et pour moi, les valeurs sont tellement importantes que, je pourrais pas faire rentrer quelqu'un et une autre thérapeute dans l'atelier si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ça, voilà, c'est très important pour moi. donc tu parlais aussi beaucoup valeurs de transparence, d'honnêteté. C'est ce que tu veux aussi transmettre, je suppose, à tes enfants Tout à fait. et que tu as envie de léguer à travers ton Mmh. entreprise. Pour moi, c'est très important. C'est des valeurs, qui sont, fondamentales. L'honnêteté, la transparence, on ment pas, on admet. Je préfère un mensonge, admis que, qu'un mensonge, où on continue à rester dans de la malhonnêteté, oui. Pour moi, c'est le plus important. Demain, il y a un de tes enfants qui dit je veux devenir aussi entrepreneur. Mmh. Tu flippes ou t'es Fonce. contente? Je lui dis: «Fonce», je lui dis je on en parle beaucoup en ce moment avec Arthur parce qu'il a fait un stage et je lui dis: «Tu sais, il a fait un stage aussi avec quelqu'un qui était entrepreneur et il m'a dit: "Mais c'est génial". Je lui dis: «Mais c'est une superbe Mmh. expérience». Après attention, ce que tu as vu là, c'est des années aussi, voilà, à monter une entreprise, au départ, c'est pas toujours ça. Mais si tu as envie, oui, alors avec le bagage, que j'ai, heu, je pourrais que l'accompagner pour l'aider, mais ce sera aussi à lui à créer son chemin et à créer ce qu'il a envie de créer. Mais toutes les personnes aujourd'hui qui me disent: «Est-ce que je dois ouvrir mon entreprise?» Je leur dis pas oui, je leur dis pas non, je leur dis: «Ben, voilà, il faut savoir ce que vous avez envie de faire». Mais à mes enfants, je leur dirais: «Fonce». Fonce parce que c'est super. Il y a des il y a des côtés bien sûr un peu plus compliqués, hein, c'est ce qu'on a dit là. Non, parfois la non-maîtrise, mais ça reste une expérience tellement enrichissante. Donc aucun regret de ton Aucun. côté. Je suis, ravie. Merci en tout cas pour tous ces partages. L'interview touche doucement à Oui, sa fin. Alors avant de terminer, peut-être faire un petit quiz un peu, ludique, où tu réponds le plus rapidement d'accord. possible. Ton moment préféré dans la journée? Le soir sur mon tapis de yoga. Une chanson qui booste ton moral? Ah, Girls de Beyoncé. On la met avec ma fille, on danse comme des folles. Ça Parce va qu'en plus plus, on est que augmenter 2 ton filles, en énergie. fait, dans la raison. Donc on se dit: «Allez» et puis je la mets parfois, sur le Pilates, quand elles ont un petit coup de mou, «Allez, on y va». Quand ça devient un peu C'est difficile. ça. J'adore. Une plante que tu pourrais conseiller à toutes les mamans? Une plante que je pourrais conseiller, c'est une fleur de bac. Mmh. Il y en a 2. C'est soit le ratio quand on sent qu'on est un peu stressé, soit le marronnier blanc pour tout ce qui est, rumination. Parce que je pense que quand on est une maman, on rumine beaucoup. Oh oui. Le truc que tu n'as jamais réussi à déléguer, dans pro ou perso? Dans le perso, c'est les repas. Je suis très, très exigeante sur la nourriture. Dans le pro,
Ça va être tout ce qui est présentation de réseaux sociaux, tout ce qui va être support de communication. Ça, c'est pour le moment, c'est impossible. Déjà, j'adore le faire. Et en plus de ça, je pense que c'est quand on le fait qu'on y met vraiment sa patte et son entité. Donc, ça fait travailler aussi sur justement son storytelling, ses valeurs, Tout ce à qui est fait. important, essentiel. Et je pense que si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, ça serait sûrement très bien fait, hein, mais ça serait... Il manquerait quelque chose. Ouais. Ton mot préféré du moment, ou ton expression du moment? Oh, j'en ai deux. J'ai le toujours plus qui revient constamment et le bienveillance. Et la future Lorraine, dans 5 ans, elle est comment? Eh ben, elle est comment? Professionnellement parlant, elle continue à avancer, à faire évoluer cet atelier avec d'autres pratiques, avec d'autres peut-être personnes, avec un agrandissement, j'espère. Ça fait 2 fois que je le dis, donc j'espère. Et Tu le visualises pour le matérialiser. bah, je l'ai déjà en tête, hein. Il est déjà ça y est. La loi de l'attraction derrière, ouais. Et puis il est même déjà dessiné, tu vois, carrément. Ah bah carrément, donc Oui, quand c'est comme ça, chez moi, ça va très vite. Et personnellement parlant, je dirais avec de la paix et de la sérénité. Et les mots que tes enfants utiliseraient pour te décrire? Ils ont un mot, c'est maman, c'est toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, on peut, voilà. Sans être... alors moi, je suis compétitrice avec moi-même. Je pense que je leur mets pas de pression et je suis pas dans ce côté exigence avec eux, mais ils savent que maman, c'est toujours plus. Eh bien, merci. C'est à toi. Merci pour cette immersion dans ton univers, à la fois doux, engagé et profondément inspirant. Alors, si vous êtes près de Mont en PEL, je ne peux que vous inviter à pousser la porte de l'atelier Un pas vers moi. Et vous pouvez également suivre Lorraine sur Instagram. Peut-être que tu peux repréciser ton Instagram pour qu'on puisse te suivre. L'Instagram, c'est de l'atelier _, Un pas vers moi, tout attaché. Ok. Et aujourd'hui, tu as un site internet qui va bientôt arriver, là, qui est en cours de refonte. De refonte, tout à fait, pour le mettre un peu au goût du jour, mais qui arrive prochainement. Donc, on remettra l'URL dans la description pour qu'on puisse te retrouver et retrouver ta bulle de bienveillance. Vous venez d'écouter Mumpreneur, le podcast des mamans qui entreprennent avec le cœur. Et si cet épisode vous a touché, partagez-le, abonnez-vous et laissez-nous quelques étoiles. À très vite pour une nouvelle rencontre engagée, sensible et résolument humaine. Merci Lorraine. Merci beaucoup.